Alors, c'est une heureuse coïncidence que ma présentation vient après celle de Max Roy, parce qu'en écoutant les 5 dernières minutes de sa communication, j'avais l'impression bizarre d'entendre des morceaux de ma propre communication. Le hasard fait bien les choses. Alors, bonjour chers collègues, je suis vraiment très heureux de participer à ce colloque, parce qu'il traite d'un sujet qui m'intéresse depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis le début de mon premier mandat au Sénat de l'Université McGill. En septembre 2006, j'ai assisté à ma première réunion du Sénat. À peine 4 mois plus tard, à ma 5e réunion, j'ai entendu des dirigeants de notre université utiliser une phrase que j'allais par la suite entendre plusieurs fois sous différentes formes au cours des années suivantes. Cette phrase, que je vais exprimer sous une forme courte et générique, était « Ce n'est pas de la gouvernance, c'est de l'administration ». Dans le cas précis que je cite, le doyen d'une de nos facultés et la principale de l'université exprimaient des inquiétudes à propos d'un nouveau comité du Sénat qui avait été mis en place quelques mois auparavant, le comité du Sénat sur les services auxiliaires. Selon le doyen, les objectifs de ce comité outrepassent peut-être l'autorité du Sénat et touchent des sujets qui ont rapport avec l'administration de l'université. La principale a exprimé des doutes semblables et ensuite, elle a affirmé l'importance d'avoir une appréciation respectueuse de la différence entre l'administration et la gouvernance. Les phrases que je viens de citer sont des traductions de l'original anglais, mais d'après moi, on peut en faire une autre traduction, une traduction politique. Si on revient à la phrase de tout à l'heure, ce n'est pas de la gouvernance, c'est de l'administration, on peut dans certains cas la traduire approximativement de la façon suivante. Le Sénat ne devrait pas s'ingérer dans ce genre de dossier. C'est une phrase beaucoup moins diplomatique qui, je tiens à le préciser, n'est pas utilisée au Sénat. C'est ma propre interprétation. Mais je l'utilise ici parce qu'elle illustre le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Dans le contexte de l'Université McGill, la gouvernance, le mot gouvernance, désigne les instances collégiales auxquelles participent les professeurs et les étudiants. Le mot administration désigne le domaine de la haute direction et des gestionnaires. C'est une distinction qui existe bel et bien, mais en mon opinion, il faut faire attention quand cette distinction est invoquée par nos dirigeants, et ce pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est une distinction qui n'est pas toujours simple, et deuxièmement, parce que c'est une distinction qui doit être respectée dans les 2 directions par tous les acteurs du milieu universitaire. Alors voilà donc le sujet de ma communication aujourd'hui. Commençons par un peu de contexte. L'Université McGill a une charte qui date de 1852 et elle est également régie par un certain nombre de lois. Sous sa forme actuelle, la gouvernance de l'université est définie par des statuts qui datent de 1972 et qui ont été amendés plusieurs fois depuis cette date. Les statuts confèrent au Conseil des gouverneurs l'autorité finale sur toutes les affaires de l'université, notamment dans le domaine financier et contractuel. Le Sénat, qui était à l'origine un sous-comité du Conseil des gouverneurs, est chargé de la direction et de la supervision générale des affaires académiques de l'université. Les statuts confèrent aux représentants élus du personnel académique une majorité au Sénat, mais c'est une majorité qui est très mince, une seule personne, et ils ne votent pas toujours en bloc, et il y a parfois des absents. Donc, majorité ne veut pas dire gouvernement majoritaire dans ce contexte-ci. Au Conseil des gouverneurs, le personnel académique a en principe 2 représentants. En pratique, c'est souvent 4 parce que le Sénat a 2 représentants au Conseil des gouverneurs et les personnes qui sont élues par le Sénat dans ce rôle sont la plupart du temps des membres du personnel académique.
L'université a également une haute direction, la principale, quelques vice-principaux, un certain nombre d'autres personnes, mais en fait, la liste que vous voyez ici est une liste abrégée. Parce que si on ajoute les doyens et les vice-principaux adjoints, on obtient un organigramme qui ressemble à ceci. Le texte de cet organigramme est trop petit pour être lu sur cette diapositive, mais j'attire votre attention sur un détail qu'on peut voir très bien, la couleur des boîtes. En regardant cet organigramme, on pourrait facilement penser que les deux boîtes bleues, le Sénat et le Conseil des gouverneurs, représentent la gouvernance, et que les boîtes blanches, les membres de la haute direction, représentent l'administration. Dans un certain sens, oui, mais le portrait est un peu plus compliqué que ça, parce que plusieurs membres de la haute direction siègent également sur des instances de gouvernance. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs membres de la haute direction qui siègent au Sénat. Donc, la chose à retenir, c'est que certains acteurs évoluent statutairement dans les deux domaines. Ils font partie de l'administration et ils font partie de la gouvernance. C'est une des raisons pour lesquelles la distinction entre la gouvernance et l'administration n'est pas simple et n'est pas imperméable. Qui sont les autres acteurs? J'en ai donné ici quelques-uns, deux de nos associations étudiantes et l'Association des professeurs et bibliothécaires de McGill. Quelles sont les instances de gouvernance? Il y en a plusieurs, le Conseil des gouverneurs et ses comités permanents, le Sénat et ses comités permanents. Il y a un certain nombre de comités qui sont prescrits par les règlements de l'université et il y a une très longue liste d'autres instances. Pour le reste de ma communication, je vais me limiter à l'instance que je connais le mieux, c'est-à-dire le Sénat universitaire. J'ai dit tout à l'heure que le sujet de la distinction entre la gouvernance et l'administration est un sujet dont j'ai entendu parler plusieurs fois au Sénat au cours des 10 dernières années. Alors, pour vous donner de l'information un peu plus précise, j'ai examiné les rapports que j'ai écrits après chacune des réunions du Sénat au cours des 10 dernières années, et voici ce que j'ai constaté. De septembre 2006 à avril 2016, la dernière réunion de l'année est mercredi de cette semaine, durant les 10 dernières années, le Sénat s'est réuni 98 fois. Le sujet de la distinction entre la gouvernance et l'administration est un sujet qui a été soulevé à 27 de ces réunions, sous une forme ou une autre. Le sujet a été soulevé à 8 de ces réunions par les représentants du personnel académique, à 6 par des membres de la haute direction, à 2 par des étudiants, et à 11 par 2 ou 3 de ces groupes d'acteurs. Quelles étaient les préoccupations qui ont été soulevées lors de ces interventions? Elles se résument essentiellement à deux choses. Quels sont les dossiers qui doivent être approuvés par le Sénat? Et avec quel degré d'autonomie est-ce que la haute direction peut agir? Dans un certain sens, on peut trouver les réponses dans les statuts qui définissent les champs de responsabilité du Sénat et de la haute direction, mais, et ceci ne surprendra personne, les statuts peuvent être interprétés de différentes façons et sont interprétés de différentes façons. C'est notamment le cas de l'article 6.3.2 des statuts, qui dit que le Sénat est chargé du contrôle général et de la surveillance des activités académiques de l'université. Le problème, c'est que la phrase « contrôle général » a tendance à être interprétée dans un sens plus étroit par les membres de la haute direction que le sens qui lui est donné par les professeurs et les étudiants qui siègent au Sénat. C'est également le cas de la phrase « activité académique », puisque, après tout, McGill est une université et que la plupart de ses activités, ou du moins un grand nombre de ses activités, sont de près ou de loin des activités académiques. Alors, prenons maintenant un exemple concret de ce genre de différence d'opinion entre la gouvernance et l'administration. L'exemple que j'ai choisi est un exemple relativement récent, un débat qui a eu lieu en 2013 concernant les cours en ligne ouverts et massifs, les CLAM.
Alors, voici la chronologie des événements. Le 23 janvier 2013, le Sénat a eu ce qui s'appelle une discussion plénière. C'est le genre de discussion qui a lieu au Sénat de McGill environ 2 fois par année. Ça dure de 30 à 45 minutes et c'est sur un sujet de nature académique qui est choisi à l'avance. Dans ce cas-ci, c'était une discussion plénière sur l'innovation pédagogique et plus particulièrement sur les CLAM. Les dirigeants de l'université, la haute direction, a demandé aux sénateurs d'une façon assez théorique, assez hypothétique, est-ce que McGill devrait s'impliquer dans ce genre de formation? On a eu une très bonne discussion, il y a eu beaucoup d'opinions exprimées, certaines personnes étaient pour, certaines personnes étaient contre, certaines questions et certaines inquiétudes ont été soulevées. Le genre de discussion auquel vous pouvez vous attendre. Il n'y a pas eu de consensus précis, sauf peut-être l'idée que le sujet des CLAM méritait d'être étudié de façon plus approfondie. 19 février, prochaine réunion du Sénat, réunion parfaitement ordinaire et sans histoire, le sujet des CLAM n'a pas été abordé. Le lendemain, la haute direction annonce que McGill vient de signer un contrat avec le consortium edX pour offrir des CLAM à une clientèle externe, c'est-à-dire des cours sans crédit offerts à des personnes en dehors de McGill. Plusieurs membres du Sénat, plusieurs membres académiques, les membres du Sénat qui sont membres du personnel académique et qui sont les étudiants, ont réagi à ce communiqué en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? » Au cours des semaines suivantes, 3 membres du Sénat ont soumis des questions formelles par écrit au secrétaire général de l'université concernant ce dossier. C'est leur droit et selon nos procédures, quand des questions formelles écrites de ce genre sont présentées, l'administration doit soumettre une réponse écrite formelle. La question et les réponses doivent être distribuées aux membres du Sénat à l'avance de la prochaine réunion. Et à cette prochaine réunion, ils ont le droit de poser des questions supplémentaires. Il y avait plusieurs questions, mais les 2 questions essentielles étaient les questions suivantes. Pourquoi est-ce que la haute direction n'a pas dit au Sénat en janvier ou en février qu'elle était en discussion avec edX? Pourquoi est-ce que la haute direction a signé un contrat avec edX avant que le Sénat décide si McGill devrait s'impliquer dans les CLAM? Alors, le 20 mars, à la réunion suivante du Sénat, il y a eu une discussion sur les questions et les réponses écrites. Première question, pourquoi est-ce que la haute direction n'a rien dit au Sénat en janvier ou en février? Réponse de la haute direction, c'était confidentiel. La haute direction était encore en négociation avec edX lors de la réunion du Sénat du 19 janvier. Les discussions se sont terminées plus tard le même jour, en soirée, et il y avait un embargo sur la communication de cette nouvelle jusqu'à 21 h le 20 février. Plusieurs membres du Sénat n'ont pas trouvé cette réponse satisfaisante. Ils ont exprimé de façon très claire que, selon eux, la haute direction avait manqué de transparence et de respect envers le Sénat le 23 janvier en présentant de façon hypothétique un scénario qui était déjà en voie d'être réalisé. Deuxième question, pourquoi est-ce que la haute direction a signé un contrat avec edX avant que le Sénat décide si McGill devrait s'impliquer dans les CLAM? Réponse de la haute direction, le Sénat n'a pas la responsabilité d'approuver ce genre de contrat. C'est le Conseil des gouverneurs qui est responsable et le Conseil des gouverneurs avait donné son accord à la haute direction. Encore une fois, certains membres du Sénat n'ont pas trouvé cette réponse satisfaisante. Selon eux, les CLAM sont des activités d'enseignement et donc sont sous la responsabilité du Sénat. Réponse de la haute direction, ça ne compte pas dans ce cas-ci parce que les CLAM qui seront offerts sous le modèle qui a été adopté, ne seront pas des vrais cours. Ce ne seront pas des cours à crédit et ce ne seront pas des cours qui seront offerts aux étudiants de McGill. Donc, ça ne compte pas. Toutefois,
Le vice-principal exécutif a promis que si jamais la plateforme edX était utilisée pour offrir des CLOM à des étudiants de McGill pour des cours de crédit, que bien sûr, ceci serait présenté au Sénat pour approbation selon nos procédures normales. Le cas que je viens de citer est-il un cas typique? Oui et non. Oui, parce qu'il illustre bien le genre de différence d'opinion que les acteurs peuvent avoir sur cette distinction entre la gouvernance et l'administration. Non, parce que son ampleur, sa formalité et son intensité étaient vraiment très rares. Essentiellement, c'est le pire exemple que j'ai pu trouver. Et oui, parce que cet exemple démontre que les membres du Sénat n'hésitent pas à intervenir quand leur rôle semble être remis en question. Et c'est dans la perspective de ce dernier point que je vais maintenant conclure. D'après moi, la chose la plus importante à retenir de cette histoire, c'est le concept de la vigilance qui s'impose pour le bon fonctionnement de la gouvernance collégiale. Quand nos dirigeants disent que tel ou tel dossier, ce n'est pas de la gouvernance, c'est de l'administration, ils ont parfois raison, mais pas nécessairement. Et les autres acteurs du milieu universitaire, les professeurs, les bibliothécaires, les étudiants, ne doivent pas accepter de telles déclarations automatiquement et sans questionnement. Ils doivent étudier le dossier eux-mêmes et décider pour eux-mêmes si c'est de la gouvernance ou de l'administration. Et s'ils constatent qu'il y a eu un dérapage ou la possibilité d'un dérapage, ils ont la responsabilité d'intervenir. Ils doivent être prêts à interpeller nos dirigeants et à leur dire clairement que, en leur opinion, tel ou tel dossier relève d'une instance collégiale et donc que ce dossier-là, ce n'est pas de l'administration, c'est de la gouvernance. Alors, je vous remercie et je crois que nous avons quelques minutes pour des questions. Pas tous à la fois. Oui. OK. Donc, ça veut dire qu'on est en avance sur notre horaire. Est-ce que l'esprit collégial de McGill et, je dirais, le sentiment de manque de respect ou de mépris de l'administration envers les académiques est un sentiment suffisant pour faire reculer l'administration dans une université qui n'est pas syndiquée? Des fois, on gagne, des fois, on perd. Deux choses que je vais citer. Premièrement, c'est, et ici, je donne un certain crédit à l'administration courante. Quand j'ai épluché mes rapports sur le Sénat, sur ce genre de controverses, j'ai constaté que la plupart des controverses sur ma liste ont eu lieu sous l'administration précédente. On a eu, au cours des 2 dernières années, une nouvelle principale et un nouveau vice-principal exécutif. Et à vrai dire, il semble être plus conscient de l'importance de gérer ce genre de questions correctement, c'est-à-dire d'avoir, pour citer l'ancienne principale, d'avoir une appréciation respectueuse. Une appréciation respectueuse dans les deux sens. Je crois que l'administration précédente, et d'ailleurs, ce n'est pas une croyance, c'est un fait, dans un des dossiers que j'ai trouvé, la principale de l'époque avait dit que quand elle est arrivée à McGill, elle avait constaté une fusion et une confusion à propos de la distinction entre la gouvernance et l'administration. Mais pour ce qui est de l'autre élément de votre question, est-ce que quand cette question est soulevée, est-ce qu'on obtient gain de cause? Des fois oui, des fois non. Comme par exemple, il y a quelques années, l'administration, la haute direction avait institué unilatéralement
une politique disant que elle ne permettrait pas à des étudiants ou à des professeurs de participer à des activités universitaires ayant lieu dans des pays qui sont sous avertissement par le ministère des Affaires externes Canada. Un avertissement de niveau 3 ou de niveau 4, l'université n'appuierait pas de telles activités. Les membres du Sénat ont dit, plusieurs de nos programmes ont une composante de travail à l'étranger. Votre politique, ce n'est pas simplement une politique, c'est quelque chose qui a des implications académiques assez sérieuses. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas amené ça au Sénat? Et la réponse était, ce n'est pas de la gouvernance, c'est de l'administration. Mais le Sénat a dit non, ça a des implications académiques et on a réussi à faire une sorte de compromis où l'administration soumettrait à ce qui s'appelle au comité directeur du Sénat les politiques plus détaillées que l'administration voulait élaborer. Alors, des fois on gagne, des fois on perd. Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question. Est-ce que les budgets sont discutés au Sénat et si oui, est-ce que les choix budgétaires peuvent être questionnés au Sénat? Ah, ça, c'est une question très intéressante et c'est la réponse, à vrai dire, vous allez la trouver assez positive. Techniquement, les affaires budgétaires sont la province du Conseil des gouverneurs, les affaires académiques sont la province du Sénat. Mais bien sûr, McGill est une université et les choix financiers ont un impact académique et les activités académiques ont besoin d'appui financier. Une des pratiques qui s'est instituée au cours des 5 dernières années, une pratique très positive, c'est que malgré le fait que le Sénat n'a aucune autorité budgétaire, le vice-principal exécutif de l'époque et le vice-principal exécutif qui est présentement en fonction, 3 fois par année, amène au Sénat une discussion budgétaire, c'est-à-dire au milieu de l'automne et ensuite au début du semestre d'hiver. Il fait une présentation au Sénat du processus de planification de budget et demande essentiellement quels sont les commentaires, les suggestions du Sénat. Et ensuite, vers la fin du mois de mars, le jour avant que le vice-principal exécutif présente le budget au Conseil des gouverneurs, le jour avant, il donne un aperçu budgétaire au Sénat. Voici les grandes lignes du budget que nous allons présenter au Conseil des gouverneurs. Je trouve que c'est très positif. Techniquement, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort du Sénat, mais c'est quelque chose qui est positif dans 2 sens. D'abord parce que ça reconnaît les implications académiques du budget, mais également ça reconnaît le fait que le Sénat peut discuter de n'importe quoi. Le Sénat, il n'y a rien, dans les codes de procédure de Sénat, il n'y a rien qui empêche le Sénat de parler de n'importe quel sujet, même s'il n'a pas d'autorité sur ces sujets. Parler d'un sujet ne donne pas au Sénat l'autorité du sujet, mais il peut parler de ce qui bon lui semble. Alors, ça, c'est un des développements assez positifs. Et je dois dire, le fait que la question de la distinction entre la gouvernance et l'administration est soulevée si souvent, je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle ce n'est pas un aussi gros problème que ça pourrait être. Parce que la haute direction sait parfaitement bien que s'il y a un dérapage, s'il y a quelque chose qui ne semble pas fonctionner, les membres du Sénat vont les questionner. Comment ça se fait que vous n'avez pas amené telle question au Sénat? Alors, je pense que ça agit peut-être comme un incitatif pour que la haute direction, en général, essaye de faire les choses correctement. Il y a suffisamment d'exceptions pour rendre la vie intéressante, mais en général, et surtout sous l'administration présente, il y a, je crois, un désir de faire les choses correctement, même s'il y a des différences d'opinion et des différences d'interprétation légitimes.